Bonjour tout le monde. Bon, allez, on voit que ça c'est en train de se connecter. C'est bien, merci. Donc n'hésitez pas, allumez les caméras, vous pouvez couper les micros. Et puis on va commencer, les gens vont arriver au fur et à mesure pendant l'atelier. Donc merci à tous et à toutes d'être là avec nous aujourd'hui. L'agglomération Val-de-Garonne en fait a essayé de s'adapter au confinement et est heureuse de vous proposer ces 6 ateliers durant cette semaine européenne de la réduction des déchets. Donc la réduction des déchets, c'est bien là le sujet de la semaine. Donc merci d'être là, merci de votre mobilisation et de votre engagement sur ce sujet-là. On va attaquer ce premier atelier avec l'association Au Fil des Séounes, avec deux de leurs animatrices, Valérie et Lucille. Et puis voilà, n'hésitez pas, c'est du live, donc il y a de l'interaction possible pour tous ceux qui se sont installés devant leur écran pour faire l'atelier, mais aussi pour ceux qui nous suivent sur le Facebook Live de l'Agglo. Donc on lève la main dès qu'on veut parler, et puis on essaiera d'interagir au maximum. Donc Valérie, Lucille, merci beaucoup d'être là avec nous en tant que partenaire aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez présenter en 2 secondes l'association Au Fil des Séounes, son objet, etc. et puis nous dire un petit peu de quoi nous allons parler avec vous maintenant. Avec plaisir, Michael. Donc déjà très heureuse d'être présente avec vous ce soir. On espère que cet atelier vous conviendra et vous permettra d'apprendre plein de choses. Donc Au Fil des Séounes est une association d'écologie et d'éducation à l'environnement qui est basée à à Saint-Romain-le-Noble, à côté de Puymirol. Et Lucille, peux-tu nous expliquer Oui, et ben, du coup, là, on va être ensemble 1 heure pour parler des contenants alimentaires donc, que l'on a chez nous et qu'on utilise au quotidien. Et savoir si c'est plutôt un bon usage qu'on en fait ou au contraire quelque chose auquel il faudrait faire attention. Donc c'est Valérie qui va nous guider pendant toute cette heure dessus. Super, merci les filles. Donc mais voilà, on n'a plus qu'à se lancer. Je le redis, vous pouvez interagir, donc n'hésitez pas. On lève la main, on fait un petit signe, on viendra vous voir à l'antenne. Mais sinon sur Teams, dans le chat, n'hésitez pas à poser toutes les questions, les commentaires. Il y a des collègues aussi derrière sur les écrans qui vont lire tout ça et essayer de vous répondre au maximum. Donc en tout cas, merci les filles, et puis bon atelier à tout le monde. Merci Michael. Alors pour cet atelier, on vous propose donc de faire 2 parties. Il va y avoir une première partie qui va être plutôt une partie un peu sensibilisation. On va parler un peu des différents contenants alimentaires qu'on peut utiliser chez soi. Et ensuite, il y aura une partie fabrication, puisqu'on vous a promis la fabrication d'un BivWrap, qui est donc un emballage sain et écologique pour pouvoir remplacer et le papier d'aluminium et aussi le film étirable. Donc sur la partie sensibilisation, on a prévu 3 petits temps. Un temps sur qu'est-ce que c'est bien, quels sont les contenants qu'il est bien d'avoir pour pouvoir faire ses courses. Un temps sur qu'est-ce qu'on peut utiliser comme ustensiles de cuisine pour qu'on cuisine de manière saine. Et enfin, un 3e temps sur qu'est-ce qu'on peut utiliser si on veut stocker, conserver un peu des denrées. Voilà, donc je vous propose qu'on commence d'ores et déjà pour la première partie. Donc Lucille, qui est avec moi, va faire partie du public tout comme vous. Et donc je vais déjà interagir un peu avec elle et donc avec vous en fonction des questions que vous pourrez nous poser. Donc Lucille, pour commencer, donc, nous allons faire nos courses. D'après toi, qu'est-ce que toi tu utilises quand tu vas faire tes courses? Alors, déjà, moi, ça dépend des jours. Quand j'y pense, j'ai un panier. Alors, j'ai un panier en osier classique. J'ai aussi un petit chariot, oui. Ce qui est bien pratique pour aller faire le marché, j'avoue. Sinon, en effet, j'ai des sacs comme ça, des sacs en plastique un peu épais. Pendant une période, j'utilisais beaucoup de sacs plastiques souples, mais c'est vrai qu'ils avaient tendance à vite se casser, s'abîmer. Donc, du coup, j'ai vite revu ma manière de... j'ai vite changé d'optique. Après, donc on peut peut-être préciser que ces sacs sont maintenant interdits. Oui, déjà, voilà. Mais c'est effectivement une très bonne chose qu'ils soient interdits parce qu'en fait, vous avez dû entendre dire qu'ils se retrouvaient après dans les océans, etc. Donc ça fait des tonnes et des tonnes de plastique qui s'accumulent et qu'on a du mal à recycler. Donc voilà, on est en période on est dans la semaine de réduction des déchets. Le plastique, ces petits sacs-là, c'est très bien qu'on les évite. Donc pour pouvoir les remplacer, effectivement, vous avez soit le sac en plastique beaucoup plus rigide, que du coup vous allez pouvoir garder pendant des mois, voire des années. Vous avez également parfois des sacs en toile de jute,
qui peuvent être très intéressants aussi, parce qu'une fois que vous les avez abîmés, ben, vous pouvez tout simplement les jeter dans les containers verts, c'est-à-dire qu'ils puissent partir en déchetterie, mais avec les déchets de jardin, et ça peut se recycler. Ensuite, donc, pour tes achats de fruits et légumes. Alors depuis que j'ai déménagé, moi maintenant je vais au marché, donc du coup c'est vrai que c'est beaucoup dans des petits sacs en papier, un peu comme là ce qu'on a sur la table. Après, c'est vrai qu'avant j'allais beaucoup au supermarché et il y avait là-bas en général on connaît, c'est les sacs en plastique. Alors c'est plastique, aujourd'hui, quand on regarde dessus, il me semble que c'est noté biodégradable, compostable. Oui. Alors est-ce que ça l'est vraiment? Voilà, moi d'expérience, et peut-être que même les personnes qui ont un compost à la maison pourront faire part de leur de leur pratique, merci. Mais je sais qu'en fait, quand on met un sac comme ça au compost, je parle du compost domestique, en général, il ne se dégrade pas parce que le compost ne monte pas assez en température. Donc il vaut mieux le mettre dans... si on veut le mettre au compost, c'est sur des plateformes à niveau industriel, au niveau des agglomérations. Voilà. Donc c'est compostable, mais à une certaine échelle. Moi, tout à fait. Voilà. Et je précise que Lucie, dans une vie antérieure, a été spécialiste et animatrice dans le domaine des déchets, donc vous pouvez lui faire confiance. Les petits sacs en plastique, mais avec des matériaux un peu naturels, végétaux, voilà, c'est ça que j'ai cherché, ne se compostent pas vraiment, en tout cas pas à la maison. Donc effectivement, ces petits sacs en papier sont mieux parce qu'effectivement, eux, ils sont compostables. Il faut quand même faire une petite précision, c'est que vous voyez qu'ils ont dessus des dessins. Et en fait, suivant l'encre qui a été utilisée pour faire ces dessins, ça peut avoir une incidence sur l'alimentation. Donc c'est bien si ce sont des encres biologiques ou des encres naturelles, parce que du coup, ça n'aura pas d'incidence sur l'alimentation qu'il y aura dedans. Mais on peut par exemple penser à la boulangerie, quand on achète un gâteau par exemple, on va nous mettre un petit morceau de carton dessous pour éviter que le gâteau humidifie le papier et que de ce fait-là, il puisse y avoir un mélange entre l'encre et puis ce que vous allez manger plus tard. Voilà. Et puis sinon, donc, si on ne veut pas utiliser ces petits sacs, parce que mine de rien, même s'ils se compostent, ça n'en reste pas moins des déchets au final, on peut faire l'acquisition de ces petits sachets. Donc ça veut dire que quand vous allez faire vos courses, dans votre sac que vous avez pour pouvoir faire vos commissions, vous mettez un certain nombre de petits sacs en tissu comme cela. Et du coup, vous n'avez pas besoin de prendre les petits sacs en papier. Et une fois qu'ils sont sales, il suffit de les passer un petit coup en machine et hop, ça repart pour un tour. Donc voilà sur ce qu'on voulait vous dire par rapport aux courses. Il y a plusieurs petites autres choses aussi sur ce qu'on peut acheter quand on va en course. Donc il y a par exemple les boîtes de conserve. Donc les boîtes de conserve, je parle sous le contrôle de Lucille, donc par rapport à sa compétence au niveau des matériaux qui se recyclent ou pas. Donc c'est en métal. Et à l'intérieur, en revanche, pour pas que le métal soit directement en contact avec l'alimentation, il y a une petite couche de vernis. Donc c'est pas forcément sain. C'est plutôt pas recommandé d'acheter des boîtes de conserve. De la même manière, quand vous achetez une canette avec par exemple du coca, ou alors si vous achetez, vous savez, les petites barquettes en aluminium avec des plats surgelés par exemple dedans. On va voir tout à l'heure quand on parlera des ustensiles et des matériaux qu'on peut utiliser pour cuisiner, que l'aluminium, c'est pas forcément l'idéal non plus. Et enfin, dernière chose qui est aussi à éviter, ce sont les petites barquettes en polystyrène. Vous savez, quand vous achetez par exemple des merguez ou des saucisses, vous avez vos petites saucisses dans une petite barquette en plastique avec un petit film étirable en plastique. On va voir aussi tout à l'heure que ces emballages-là ne sont pas forcément ce qu'il y a de meilleur pour notre santé. Voilà, donc là, peut-être on va demander si jamais il y a des questions jusqu'à présent. Non. Est-ce qu'il y en a qui, du coup, qui veulent soit poser des questions, soit commenter un petit peu ce que vous faites aussi dans vos quotidiens, en partant faire les courses. Est-ce que
beaucoup d'entre vous utilisent les sacs jetables, les sacs durables, etc. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, on peut interagir encore une fois. Voilà. Au niveau des micros, il faut juste cocher, hein, soit je mets le micro, soit et la caméra. Il faut aussi autoriser Teams à accéder à votre caméra, hein, pour que vous puissiez bien voir l'écran apparaître sur votre ordinateur. Voilà. Donc il y en a qui veulent agir ou non? Allez, on continue alors. Hein. Alors, donc pour continuer, donc on va passer aux ustensiles qu'on peut utiliser pour faire sa cuisine. Donc, je vais proposer que la caméra montre un peu les différents ustensiles qu'on a mis sur la table, donc qui sont devant Lucille. Voilà, donc devant Lucille, là, ceux-là. Voilà. Et donc moi, je vais demander à Lucille qu'elle me dise un petit peu ce qu'elle peut utiliser, si elle pense que c'est plutôt bon ou pas bon pour la santé. Ok. Déjà, il y a beaucoup de choix. Alors c'est vrai que moi, la cuisine, je m'y suis mis il n'y a pas très longtemps, donc j'avoue que j'ai pas tout ça à la maison. Alors, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise les poêles en général. D'accord. Alors là, du coup, je vois qu'il y a deux types de poêles. Je dirais que je dois en avoir une comme ça à la maison. C'est quoi? C'est du Tefal? Voilà. C'est ça. C'est une poêle en téflon. Donc on va la montrer peut-être à la caméra. Donc je suppose que parmi vous, il y a des personnes qui utilisent ce type de poêle. Donc la question c'est, est-ce que c'est bon ou pas pour sa santé, le téflon? Je ne sais pas si vous avez idée ou pas. Lucille, est-ce que tu sais? Alors, moi, je sais que c'est le genre de matériau où en fait, il faut éviter de couper dedans ou en tout cas d'abîmer le revêtement. Parce que je suppose qu'après, ça doit laisser des particules ou c'est peut-être une histoire de vernis encore. Enfin, voilà, je sais juste qu'il faut, dès qu'elle est abîmée, en général, il faut mieux éviter de s'en servir. Oui. Alors du coup, la matière en elle-même, la matière téflon, n'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur pour notre santé. Comme le dit Lucille, à partir du moment où c'est abîmé, effectivement, ça peut être très embêtant. Donc je ne sais pas si sur cette poêle, là, vous voyez bien à cet endroit-là, mince, non, dans l'autre sens, là, voilà, vous voyez toutes les petites marques qu'il peut y avoir. Donc cette poêle est complètement abîmée. Donc le téflon, il tient à la poêle par une colle qui n'est pas forcément bonne pour la santé. Et on voit les petites rayures, ça laisse apparaître une matière un peu grise. Et cette matière grise, c'est de l'aluminium. Donc voilà, tout ça n'est pas très sain. D'ailleurs, vous avez dû vous en rendre compte par vous-même, parce que je suppose qu'il a pu vous arriver de mettre la poêle Tefal à chauffer sur une plaque, et puis d'oublier de mettre quelque chose dedans. Donc je ne sais pas si ça vous est arrivé. Si ça vous est arrivé, qu'est-ce que vous avez constaté? Lucille? Peut-être une petite odeur, non? Alors voilà, il peut y avoir de la fumée, un petit peu, et en tout cas, il y a des émanations d'odeur qui sont vraiment pas très agréables. Donc en fait, c'est la colle qu'il y a à l'intérieur et le matériau qui remonte un petit peu. Et du coup, ça nous montre que la composition de la poêle n'est pas forcément ce qui est idéal au niveau santé. Donc, en tous les cas, si vous utilisez une poêle Tefal, enfin en téflon, pas forcément Tefal, en téflon, surtout à partir du moment où elle commence à être rayée et qu'on voit qu'elle n'est pas complètement lisse, là, il faut éviter de la conserver. Et il vaut mieux en changer. Je vais intervenir parce que c'est vrai que là, moi, j'apprends pas mal de choses parce qu'on est sur une période aussi où on utilise beaucoup moins de matières grasses. Oui. Et qu'on nous demande, on nous conseille même de limiter le beurre, l'huile, etc. Et donc on a tendance à chauffer nos poêles à blanc. Oui. Et ce que tu viens de dire là, parce que alors je sais pas si à l'écran on le voit bien, mais c'est vrai que la poêle est abîmée, mais alors peut-être un peu plus que dans la majorité des poêles Teflon ou Tefal parce qu'on y fait attention. Mais ça arrive à tous quand même d'avoir des petits pets comme ça au fond de la poêle. Et finalement, on se rend compte que c'est très nocif. Tout à fait. Et dès que ça chauffe, d'autant plus nocif. Tout à fait. Bon, voilà. Voilà quelque chose qui est très intéressant, en tout cas pour la santé. On n'est pas forcément sur le zéro déchet sur ce point-là, mais sur notre santé au quotidien.
Et c'est vraiment, vraiment une information mais richissime, quoi. Et vraiment à partager. Merci en tout cas. Bah, de rien. Alors ensuite, comme autre matériau au niveau des poêles, donc là on a une poêle. Alors comment tu la décrirais? Alors elle est très lourde. Oui. Elle est très lourde. Alors d'aspect, c'est vrai qu'au premier abord, j'aurais dit elle semblait sale ou abîmée, mais en fait pas tant que ça. Alors on va montrer à la caméra. Et surtout très lourde. Voilà, donc elle est effectivement très lourde. Hein. Et donc ça, il s'agit d'une poêle en fer. Donc la poêle en fer, le fer est un matériau très intéressant au niveau de la cuisson, parce qu'en fait, c'est un matériau qui est très bon conducteur de chaleur. Donc en fait, ça chauffe assez bien. En revanche, c'est un petit inconvénient, mis à part le fait que c'est lourd, mais bon, ça on s'y habitue, c'est qu'au niveau entretien, c'est un peu plus compliqué qu'une poêle habituelle. Enfin, ceci dit, la poêle Tefal, c'est la même chose. Il ne faut pas la décaper. Donc en fait, il faut simplement utiliser une petite éponge, un peu d'eau savonneuse. Et du coup, les aliments qu'on a utilisés au fur et à mesure vont laisser une espèce de couche sur le dessus. Et c'est cette espèce de couche qui fait qu'au début, la poêle, elle était grise, toute brillante. Et au fur et à mesure, elle devient un peu noirâtre. Mais c'est ce qui s'appelle le culottage de la poêle. Et c'est ça qui va faire qu'au fur et à mesure, la poêle va de moins en moins adhérer, accrocher. Et du coup, ça sera intéressant pour cuisiner. Donc, très bon conducteur de chaleur. Et après le culottage, donc, cette poêle n'adhère pas spécialement avec les aliments. Voilà, donc ça, c'est un matériau qui est sain. Autre matériau sain. Oui. Moi, j'avais une question. Oui. Parce que du coup, vu que c'est une poêle en fer, est-ce qu'au niveau de la rouille... Alors, il ne faut pas qu'il y ait de la rouille, voilà, bien sûr. S'il y a de la rouille, ce que je vous dis, ça n'est plus du tout valable. Hein, la rouille, ce n'est pas du tout bon pour la santé. Mais si elle n'est pas rouillée, normalement, c'est pour ça que je vous disais, un entretien avec une petite éponge, de l'eau savonneuse, et après, vous essuyez votre poêle. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait de rouille. Voilà, tout à fait. Vous pouvez avoir aussi des poêles. Donc, on a devant une petite cassolette en inox. Donc l'inox, je ne sais pas si vous savez si c'est bon ou pas bon. Lucille, est-ce que tu as une idée? Moi j'aurais tendance à dire que oui. Voilà. Ça doit être, je ne vois pas ce qui pourrait se dégrader particulièrement. Enfin, il ne doit pas y avoir de vernis, de revêtement en particulier. Tout à fait. Donc l'inox, en fait, il n'y a aucun souci pour la santé. Si vous avez des poêles en inox ou des casseroles en inox, il n'y a pas de souci. On peut trouver en revanche des poêles ou des casseroles en aluminium aussi. Donc c'est plus léger que l'inox, c'est plus mat pour reconnaître. Et là, est-ce que vous savez si l'aluminium peut poser un souci ou pas? Alors je ne sais pas, n'hésitez pas si vous avez des idées à lever la main pour répondre en direct ou à mettre un petit commentaire au niveau du chat. Hein. Oui. Oui, Valérie, on a une question sur le chat. Oui. Est-ce que la poêle en fer, en acier, peut passer par exemple au lave-vaisselle? Et non, parce que le lave-vaisselle, ce sera beaucoup trop détergent, donc non. Et puis ça va rester trop longtemps dans l'eau. Il faut en fait que le fer, c'est pour ça qu'elle donne une impression un peu sale, il faut que ce soit lavé le moins possible en fait. On enlève vraiment le plus gros et après on laisse et on essuie bien. Donc le lave-vaisselle, il y a beaucoup trop de temps de trempage dans l'eau, ça n'est pas du tout bon. Et est-ce que ce message-là est valable pour toutes les poêles? En fait, le conseil, c'est ne passons pas forcément nos poêles au lave-vaisselle, mais plutôt à l'éponge et on nettoie comme il faut nos poêles, mais c'est tout. Non, je pense que c'est essentiellement pour la poêle en fer, parce que la poêle en Tefal, en téflon, ça pose pas de problème. C'est quand même 15 jets d'eau avec du produit, donc ça ne me paraît pas poser de problème particulier. Et puis l'inox, c'est un matériau qui est vraiment très stable, donc ça pose aucun souci non plus de mettre une casserole en inox ou une poêle en inox dans un lave-vaisselle. Donc c'est vraiment spécifique aux poêles en fer. D'accord, merci. Et après, voilà, pour répondre un peu à la question, moi il me semble que l'aluminium, quand il chauffe, peut être nocif. Voilà, alors l'aluminium, alors c'est même pas forcément que quand il chauffe. L'aluminium, et donc on peut parler en même temps du papier d'aluminium, l'inconvénient que ça va avoir, c'est que quand on le met avec une matière salée ou alors avec une matière acide, ça va migrer dans l'alimentation.
Et il y a eu des études scientifiques qui ont été faites et qui ont permis de constater que l'aluminium pouvait être source de maladies, notamment des problèmes au niveau du cerveau, donc des dégénérescences, maladies de Crohn, maladies de Parkinson, ou, pardon, pas, maladie d'Alzheimer, ou voilà, des maladies de ce genre-là. Et d'ailleurs, quand vous regardez votre emballage de papier d'aluminium, donc il y a marqué « Ne peut utiliser au contact de produits très acides, vinaigre, citron ou fortement salés ». Donc, je montre à Lucille avant de montrer à l'écran. Voilà. Et donc ça, je vous le dis parce qu'en fait, donc c'est à cet endroit-là. En fait, lorsque vous faites des papillotes, je pense que comme tout le monde, vous allez utiliser du papier d'aluminium. Vous allez mettre votre petit morceau de poisson, des petits morceaux de légumes, dont des petites tomates qui sont elles-mêmes acides, un petit filet de jus de citron, et puis vous allez faire cuire votre papillote. Qu'est-ce que vous allez constater quand vous ouvrez votre papier d'aluminium après la cuisson? Michael, est-ce que tu as déjà fait ça? Alors oui, je pratique la papillote et le papier aluminium noirci. Voilà. Un petit peu bruni. Voilà. Plus que noirci d'ailleurs. Voilà. Donc ça montre qu'effectivement le papier d'aluminium n'est pas resté intact et en fait vous avez de l'aluminium qui a migré dans votre alimentation. Donc l'aluminium, on évite avec tout ce qui est salé et tout ce qui est acide, sachant que le chaud, ce n'est pas le chaud qui pose problème, mais le chaud va accélérer la détérioration du papier d'aluminium. Est-ce que du coup, Valérie, on peut aussi se poser la question pour le four? On voit beaucoup de personnes faire des gratins, couvrir de papier aluminium, etc. Ça veut dire que c'est exactement la même démarche? Oui. Ça serait très nocif. Voilà. Alors, si c'est couvert, tant qu'il n'y a pas de contact alimentaire, c'est pas très grave. Mais par exemple, vous avez ce plat-là, qui est un plat en aluminium, qui est d'ailleurs aussi tout rayé. Ce plat-là, c'est la même chose que ce que je disais avec le papier d'aluminium comme ça. Ou alors avec quand on vous parlait tout à l'heure, quand vous allez faire des courses, les canettes de coca, par exemple, le coca c'est acide, c'est mis dans une canette en aluminium. Ou alors quand vous achetez un produit surgelé, vous prenez par exemple du poisson au jus de citron avec de la purée, et que vous avez une petite barquette en aluminium. Donc ça va être exactement la même chose. Donc ce plat-là, ça ne peut pas me servir pour faire quelque chose qui soit un peu acide. Donc si je veux faire par exemple une tarte à la tomate, et moi j'ai tendance, une fois que j'ai fait ma pâte brisée, à piquer la pâte pour pas que les tomates m'inondent ma pâte et que la pâte cuise bien, du coup je fais des petits trous jusque mon revêtement en dessous. Forcément, je vais avoir une migration de l'aluminium de mon plat dans ma tarte. Alors il y a une solution pour pouvoir éviter ça, et il y a une solution pour pouvoir faire de bonnes papillotes. Lucille, est-ce que tu as une idée? Alors moi du coup j'aurais dit qu'on peut utiliser peut-être du papier sulfurisé, enfin du papier cuisson en tout cas. Voilà. Alors effectivement, on peut utiliser le papier cuisson qu'on a ici. Voilà. Alors là, ce que je vous montre, c'est du papier cuisson. Vous voyez, il est brun. Alors vous devez avoir plutôt l'habitude de voir du papier cuisson blanc. Donc moi, il est brun parce que c'est du papier cuisson écologique. Alors la différence. Vas-y, là, je sèche. Alors la différence, c'est que le papier cuisson classique, il va être déjà siliconé. Et c'est ça qui va permettre qu'il ne brûle pas quand on le met au four. Celui-là, au bout d'un moment, il va brûler. Il va être aussi sulfurisé. Donc, je ne sais plus à quoi ça sert, mais enfin, ça a un intérêt particulier. Et la troisième chose, c'est que le papier blanc, il va être chloré. Voilà, pour être blanc. Celui-ci, donc, il est meilleur pour la santé. Oui, ça c'est un petit peu comme tous les papiers, et notamment le papier de bureau, etc. Si le papier est blanc, c'est bien parce que dans les industries, dans les papeteries, on utilise du chlore pour le blanchir. Tout à fait. Donc c'est bien ce qui d'ailleurs est un peu nocif aussi, même sur le papier en fait. Voilà, le chlore. Tout à fait. Sauf que là, c'est pire que du papier parce que c'est en contact direct avec notre alimentation. Tout à fait. Et donc, comme on disait, votre petit moule en aluminium dans lequel il ne vaut mieux pas mettre directement votre aliment, vous pouvez très bien mettre une feuille de papier cuisson et ensuite poser votre tarte ou ce que vous voulez dedans. Et alors là-dessus, il y avait marqué, je voulais vous montrer, voilà, que celui-là, en fait, c'est donc le papier écologique et il peut résister jusqu'à 220 degrés. Et donc, il est bien précisé
je ne sais plus où c'est écrit, mais que c'est ni siliconé, ni sulfurisé. Voilà. Et que c'est compostable. Voilà, c'est marqué à cet endroit-là. Comme quoi, il faut bien regarder les emballages de ce qu'on achète et de ce que l'on utilise. Après, on est tous pareils et on n'a pas forcément le temps, en faisant nos courses et à courir un petit peu, en débauchant, à rentrer à la maison ou quoi que ce soit. Mais voilà, se renseigner comme on essaie de le faire aujourd'hui, voilà, c'est intéressant de savoir un petit peu ce qu'il faut regarder sur les paquets, sur les emballages, quelles sont les données importantes et essentielles à connaître avant de pratiquer l'achat. Valérie, je vais revenir parce que tu as changé les poils. Oui. On a une question de quelqu'un là sur le chat qui nous demande quid des poils en céramique. D'accord. Ben, j'étais en train de demander à Lucille si j'en parlais ou pas. Ben oui, je vais en parler du coup. S'il te plaît. Voilà, donc alors le problème des poils en céramique, ce sont des poils qui sont en service depuis pas si longtemps que ça. Le matériau qui est utilisé est un matériau naturel. Le problème, c'est que ce matériau, en fait, pour pouvoir tenir à la poêle, eh bien, il va être collé. Et on n'a pas suffisamment d'antériorité sur l'usage de ces poêles pour savoir si ça a une incidence ou pas sur la santé, mais il est suspecté que ce soit quand même le cas. Voilà, donc les poêles en céramique, en tous les cas, à partir du moment, c'est comme pour la poêle en téflon, à partir du moment où elle commence à être un tout petit peu abîmée et bréchée, il faut la laisser tomber. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose à retenir. C'est dès que nos ustensiles sont usés, il faut les changer. Oui. Donc il faut voilà, du coup vraiment faire attention, pas utiliser de couteau, pas utiliser pas couper directement dans la poêle ou dans le plat, mais vraiment démouler et utiliser une planche à découper ou quoi que ce soit. Tout à fait. Ben justement, on peut peut-être en parler des planches à découper. Oui. Merci pour c'est une tradition toute la trouvée. transition. Je suis là pour ça. Voilà, donc là on a une planche à découper en plastique. Qui a fondu d'ailleurs. Oui. Et est-ce que Lucille, c'est ce que tu utilises chez toi? Alors moi, elle est en bois. Elle est en bois brut. Mais du coup, alors s'il faut faire une comparaison entre les deux, j'aurais tendance à dire que c'est peut-être mieux d'utiliser le bois brut. Parce que, alors là c'est... le plastique, comme vous savez, ça se dégrade quand ça se dégrade, ça part en petites particules. Et du coup, là, le problème, c'est que sur la plaque à découper, on vient justement en couper. Donc là, si on regarde la planche de plus près, on voit bien qu'elle est entièrement rayée. Et il y a même un léger dépôt en fait, qu'on peut retrouver sur les aliments. Donc voilà. Du coup, pour moi, ça serait à proscrire. Voilà, donc là, pour cette planche en plastique, Lucille a tout à fait raison. Le fait de découper fait qu'on finit par découper des petits morceaux de plastique qui vont partir dans notre alimentation. On ne s'en rend même pas forcément compte tellement les morceaux sont petits. Mais du coup, oui, c'est plutôt à éviter. On peut utiliser des planches. Alors, il peut y avoir différentes matières. Il peut y avoir des planches en verre. Donc là, elles ne posent aucun souci. Il peut y avoir des planches en bois. Et comme l'a dit Lucille, les planches en bois, il faut bien vérifier que ce soit du bois brut. Parce que si jamais vous avez une planche en bois, si le bois est brut, quand vous allez découper, forcément, il va y avoir des petits morceaux aussi. Enfin, au bout d'un moment, votre bois peut un peu s'altérer. Au début, il est tout beau, mais après, ça peut un peu s'altérer. Des petits morceaux de bois brut, ce n'est pas forcément très grave pour la santé. En revanche, à partir du moment où vous avez une planche en bois qui est, par exemple, vernie ou peinte, là, c'est plus du tout la même chose. Parce que du coup, vous perdez l'avantage d'avoir du bois brut et vous vous retrouvez avec un produit par-dessus, produit un peu chimique, quoi. Et du coup, ça va poser un problème pour votre alimentation, d'autant que si c'est une planche à découper, vous allez forcément écailler la matière que vous avez par-dessus et vous allez la retrouver dans votre alimentation. Donc, planche à découper en verre ou en bois brut. Même chose d'ailleurs pour l'ustensile de cuisine. Si vous avez du bois, c'est très bien, mais toujours du bois brut. Il existe aussi, je pense, des planches à découper en granit ou en pierre, qui sont aujourd'hui design d'ailleurs un petit peu. Ça, est-ce que voilà, tant que c'est de la matière naturelle, voilà. En fait, ça ne posera pas de souci. Bon, bien sûr, il peut y avoir des petits bouts de granit qui s'éclatent un petit peu, mais bon, finalement, c'est pas si nocif que ça. Voilà, je pense que ça, c'est pas si nocif effectivement, puisque le granit, c'est une matière effectivement naturelle. Minéral. Donc, ce qui pose problème, c'est à partir du moment où on se retrouve avec des matières chimiques, des petits morceaux de produits chimiques
qu'on va ingérer. Donc moi je dirais effectivement que granit, ça pose pas de problème. Mais en fait, moi perso, c'est vrai que j'ai des planches à découper en verre. On peut se dire que finalement c'est la meilleure des matières, puisque à part si le verre se casse, mais dans ces cas-là c'est une autre problématique, mais finalement il ne va pas s'altérer lui avec les coups de couteau ou les coups de fourchette, etc. Donc c'est hyper facile à laver en plus, et donc ça, il n'y a absolument aucun transfert de matière avec le verre. Aucun souci, et il faut savoir que le verre, donc on a parlé tout à l'heure de l'inox. L'inox, il faut savoir, donc par exemple on a aussi sur la table un petit fouet. L'inox, c'est une matière qu'on peut utiliser vraiment sans compter dans tout ce qu'on veut faire, il n'y a aucun problème. Et le verre, c'est exactement la même chose. Donc là, on a aussi un moule en verre ou en pyrex. Donc le pyrex étant une matière qu'on peut à la fois mettre au congélateur, mettre au micro-ondes et mettre au four. Donc il n'y a aucun problème avec ces différents matériaux-là. Et je rajoute fabriqué en France. Voilà, ben, c'est encore mieux. Et du coup, en revanche, le problème vient, donc on l'a vu, de l'aluminium, mais ça vient aussi, on l'a vu avec la planche à découper, mais on peut le voir par exemple avec ces deux ustensiles, il vient aussi du plastique. Parce qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais en fait, le plastique va migrer dans l'alimentation. Je ne sais pas si vous êtes au courant de quand, comment. Il me semble encore une fois quand c'est chaud, quand ça chauffe. Alors quand c'est chaud, oui, c'est une des raisons. Alors non, pas froid, mais chaud, oui. Ça va migrer à partir du moment où on met quelque chose de chaud, effectivement. Mais il y a deux autres cas. Alors quand c'est gras, peut-être des corps gras. Voilà. Quand vous mettez un corps gras dedans, donc par exemple, quand on utilise une louche pour remuer, par exemple, si on a fait de la ratatouille, on a mis pas mal d'huile d'olive pour que ce soit bon. Donc voilà, forcément, une ustensile en plastique, c'est pas bon. Ça va migrer dans l'alimentation. Donc on a vu quand c'était chaud, quand c'était gras. Et il y a un troisième cas, je tiens le petit verre à la main pour vous aider. C'est liquide. Quand c'est liquide, voilà. Donc si vous mettez dedans, ne serait-ce qu'un verre d'eau, vous avez déjà dû essayer, par exemple, s'il y en a d'entre vous qui font de la randonnée. Vous avez les petits camel bags. Vous savez, les petites poches en plastique qui sont super pratiques parce que ça ne pèse pas du tout lourd. Vous avez le petit bouchon pour pouvoir boire au fur et à mesure. Mais je ne sais pas si vous avez jamais constaté, ou alors si vous avez des petites gourdes comme ça en plastique, est-ce que vous avez jamais constaté que l'eau que vous buvez quand elle est restée un certain temps dedans, c'est à goût de plastique? Voilà, bon, c'est parce que le plastique a migré dans votre eau. Ah oui, je pensais que c'était lié encore une fois à la chaleur. En fait, c'est vrai qu'on garde ces bacs sur le dos, on fait de la rando, les gourdes, on va faire du sport avec, on les laisse au soleil, au bord du terrain ou quoi que ce soit. Et donc je pensais que c'était lié à la chaleur, mais en fait le simple fait qu'il y ait un liquide à l'intérieur provoque du transfert de matière et le plastique arrive dans l'eau. Oui, ça veut dire que nous buvons du plastique. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, l'essai pourrait être fait à remplir une goutte comme ça et à les laisser pendant quelques jours, pas à la chaleur, hein, et après goûter l'eau. Et l'eau aurait pris le goût aussi. J'ai une petite anecdote pour ça, pour le plastique. En moyenne, on considère, vous voyez une carte bleue, l'équivalent d'une carte bleue, c'est 5 grammes de plastique. On considère que chaque personne ingère par semaine l'équivalent d'une petite carte de plastique. Soit 5 grammes. 5 grammes de plastique par semaine. Donc bien sûr, nous on ne le voit pas, on ne le mange pas comme ça, c'est des microparticules, mais pourtant on les ingère chaque semaine. Donc au travers des ustensiles de cuisine, des ustensiles pour des aliments, etc. Ouais. D'accord. On va se transformer en Plastic Man. On est transformé en Plastic Man. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce qui reste? On peut encore vous parler peut-être de la porcelaine. Donc tout ce qui est tasse, assiette, plat, voilà. Donc la porcelaine, c'est une matière qui est naturelle, donc ça fait partie avec l'inox et avec le verre de ce qu'on peut utiliser aussi sans modération. Alors on a apparemment une petite question. Ah oui, la question c'est par rapport au plastique alimentaire, enfin ce qui est annoncé plastique alimentaire. En effet, on entend beaucoup et on peut lire aussi dans beaucoup d'articles que notamment les pots de yaourt, par exemple, la pellicule intérieure, c'est du plastique alimentaire. Qu'est-ce que Alors,
Donc pour répondre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il existe 7 sortes de plastique. Aucune sorte de plastique n'est bonne pour la santé. En revanche, il y en a 3 qui sont moins mauvaises. Donc parmi ces 3 moins mauvaises, vous avez les bouteilles de lait par exemple, vous avez les emballages de pots de yaourt, vous avez je ne sais plus quoi d'autre, mais voilà, enfin, mais la caméra, elle doit normalement Ouais, venir. Jérôme va nous mettre ça à l'écran. Voilà. Merci Jérôme. Voilà. Super. Donc quand vous voyez que c'est en orange, c'est que ça n'est pas très bon. Quand vous voyez que c'est sans couleur, c'est que c'est moins mauvais. Quand vous voyez que c'est en rouge, vous avez même le petit pouce là, rouge vers le bas, c'est que ça n'est pas bon. Mais vous voyez que les 3 plastiques, donc vous avez notamment ces 2-là encore à l'écran, ils ne sont pas en vert. Ils sont avec des petites indications en orange. Voilà, donc il n'y a pas de matière plastique. Je ne me trompe pas, on retrouve le pot de yaourt là. Oui, voilà, tout à fait. Oui, en fait, on peut conclure de ça qu'il n'y a absolument pas de plastique sain. Voilà. Il y a des plastiques moins mauvais, voilà, d'autres nocifs qui sont catégorisés en rouge ici, mais voilà, aucun plastique sain. Et tous ces petits symboles que l'on voit, le triangle avec le numéro à l'intérieur, on est censé pouvoir le retrouver sur tous nos emballages en plastique. Voilà. Souvent, donc c'est les bouteilles, voilà, des choses comme ça. Exactement. C'est ce que je voulais, ce sur quoi je voulais rebondir. Donc, pour savoir à quel plastique vous avez affaire, vous prenez votre emballage en plastique et vous regardez effectivement dessous et vous voyez, alors là, je pense qu'à la caméra, on n'arrivera pas à voir. Je montre à Lucille. Il y a le petit triangle dessous avec à l'intérieur le numéro qui correspond au plastique, à la sorte de plastique que vous avez. Donc là, on a numéro 5 et puis en dessous, il y a même les initiales PP, donc je suppose pour polypropylène. Voilà, c'est ça. Voilà. Et ce qu'on peut aussi indiquer au niveau des plastiques, donc vous avez le numéro 1, 2, 3, etc. jusqu'à 7. Ce n'est pas parce que le numéro 1 est classé en 1 que c'est le meilleur. Ça n'a rien à voir et que le 7 serait le moins bon, ou l'inverse. C'est simplement 7 sortes différentes de plastique. Il n'y en a pas un qui va être mieux que le suivant, quoi. Ce n'est pas classé dans un ordre croissant ou décroissant de bon pour la santé ou de voilà, c'est ça. Super, super. Et donc, on l'avait mis pour après, mais on peut en parler maintenant. Donc, par exemple, le film étirable. Alors, le film étirable, il va être marqué, donc si on peut revenir à la caméra, donc en PVC 3. Vous voyez que c'est en rouge, et donc ce film étirable, c'est absolument déconseillé au niveau de la santé. Voilà, et notamment, je tiens à insister parce qu'en fait, il existe des recettes dans lesquelles on vous demande, notamment, il y a une recette où on demande de faire des œufs mollets avec du film étirable. Donc on demande d'en prendre un morceau, de faire une petite poche, de mettre son œuf entier cru dedans et de le tremper dans de l'eau bouillante pour que ça devienne un œuf mollet. Donc là, on a à la fois du chaud et en même temps du liquide. Donc forcément, l'œuf qu'on va manger derrière, il sera peut-être mollet, mais il sera aussi plastifié. Ce qui est fou, c'est que je suis un petit peu adepte. Alors, j'essaie de me mettre à la cuisine quand j'ai un peu de temps, et je suis adepte des émissions culinaires, notamment sur une chaîne à grand public, où on voit régulièrement faire des ballotines, etc. Ça donne envie de les voir faire. On se dit, je devrais réussir à le faire. Mais finalement, quand ils cuisent à basse température, etc., c'est pas très très bon non plus, quoi. Mais non. Voilà. Donc en fait, ce qui est fou, c'est que ça fait des décennies que l'on nous donne ces conseils, que l'on nous conseille même d'investir dans des ustensiles comme les poêles, comme les louches, les cuillères en silicone, en plastique, etc. Et finalement, avec le temps, on se rend compte que on nous empoisonne petit à petit à 5 grammes par semaine, quoi. Exactement. Et alors, sur le film étirable, je vous invite à regarder l'emballage du film étirable que vous avez chez vous. Parce qu'en fait, sur celui-ci, il est marqué très clairement dans précaution d'emploi, ce qu'on ne lit jamais. Ce film ne doit pas être utilisé avec des aliments gras ou conservé dans un milieu gras. Ne pas utiliser ce film pour la cuisson ou le réchauffage des aliments. Voilà, donc c'est écrit en fait.
Mais c'est vrai que comme je disais tout à l'heure, on ne sait pas qu'il faut regarder ça. Voilà. On nous a tellement habitués et tellement montré, même, on est sur une civilisation de l'image, et on nous montre tellement ces exemples-là, qu'on reproduit, j'allais dire bêtement, mais c'est pas le cas, mais on reproduit en tout cas le geste même des professionnels de cuisine, en se disant, mais voilà, moi aussi je peux le faire, et finalement, voilà, sur le paquet, l'industriel a même lui-même précisé que c'était pas prévu pour ça. Tout à fait. Il y a quelque chose à faire là-dessus, je me semble. Donc on reste sur du plastique alimentaire, mais c'est pas pour autant que c'est du plastique qui doit être en contact de l'aliment. Ça reste en effet pour couvrir à la rigueur, mais voilà, on évite le contact au maximum. Donc par exemple, quand on prend des boîtes donc, pour conserver ces aliments, on peut utiliser des boîtes en verre, c'est beaucoup mieux que la petite boîte en plastique. Il va y avoir le couvercle qui est en plastique, mais en fait, là, je dirais que ça n'est pas grave, parce qu'en fait, l'idée, c'est de mettre son aliment à l'intérieur et que le couvercle en plastique soit simplement pour fermer l'emballage. Il n'y aura pas de lien entre l'alimentation, l'aliment qu'on va mettre dedans et le couvercle. En revanche, cette petite boîte-là, petite boîte hermétique en plastique, bon, bah là, forcément, ça va réagir au gras, au liquide et au chaud. Et alors, si vous voulez faire le cocktail maximum, c'est que vous prenez votre petite boîte comme ça, ce qu'on a tous fait quand on allait manger à l'extérieur, et puis ben, on la fait réchauffer au micro-ondes. Voilà, là, vous êtes 100% dans le pas bon. Bon, mais je sais pas si à la maison vous apprenez autant de choses que moi là sur le plateau, mais voilà, c'est quand même des choses vraiment sur lesquelles il faut qu'on fasse attention. Et pour notre santé, hein, encore une fois, mais bon, je pense qu'il y a encore des infos en plus encore. Alors juste peut-être une petite info sur comment on fait les gâteaux. Moi ça m'interroge parce que je ne suis pas du tout dans la pâtisserie, du coup j'aimerais bien savoir la différence entre les deux. Voilà, donc en fait il s'agit de plats en silicone. Voilà, c'est peut-être la dernière matière dont on va vous parler pour qu'on puisse après avoir le temps de faire le bivrap. Donc il existe, vous voyez, les deux matières. Ces deux matières sont du silicone, mais en fait, ce n'est pas du tout la même chose. Et il y en a un qui ne posera pas de problème à la cuisson et l'autre si. Donc forcément, on va avoir envie d'utiliser ceux-là parce que quand on fait un gâteau, c'est un peu festif. On peut le faire aussi avec les enfants. Donc quitte à le faire avec les enfants, vous voyez, c'est plus sympa d'avoir un moule déjà de couleur avec des petits dessins. Donc là, vous avez des cœurs et des nounours. À la place de celui-ci qui est tout marron, il est moche en fait, hein, faut dire les choses. Et alors qu'en fait, celui-ci, donc il va normalement pas coûter très très cher, il va être en silicone peroxydé. Donc il faut savoir que le silicone, c'est une matière qui comprend un peu de plastique, mais pas que, donc ça n'a pas les inconvénients du plastique. En revanche, tous les silicones ne réagissent pas de la même manière à la chauffe. Et le silicone peroxydé ne peut chauffer qu'à un maximum de 160 degrés. Donc, je ne sais pas si vous êtes des pâtissiers ou pâtissières émérites, mais les gâteaux, c'est au-delà de 60 degrés dans la majorité des cas. Le plus souvent, c'est dans les 180 degrés. Donc, si vous utilisez ce petit moule en silicone orange, ou tout moule en silicone peroxydé, vous allez avoir une migration du silicone dans votre alimentation. Donc, il ne faut pas hésiter à faire l'investissement dans des moules qui soient plus chers. Et ceux-là, ils sont en silicone au platine ou platinium. Donc, c'est bien que ce soit marqué sur l'emballage quand vous les achetez. Comme ça, vous êtes sûr que c'est le bon silicone. Donc, c'est un peu plus cher, c'est moins joli, c'est un peu plus rigide aussi. Mais ceux-là, donc, vous avez par exemple ici un emballage. Ceux-là, ils vont pouvoir chauffer jusqu'à, celui-ci, c'est marqué jusqu'à 220 degrés. Donc, je ne sais pas si vous voyez, c'est marqué ici, là, sous mon doigt. Voilà, 220 degrés. Donc, en fait, là, vous pouvez faire la grande majorité des gâteaux, des cakes, etc., sans qu'il y ait de soucis pour votre santé. Voilà, donc je pense que, sauf question particulière, on peut s'arrêter là. Juste une question, oui. En effet, sur le chat. Par rapport aux glaçons, les moules en silicone, c'est surgelé. Est-ce que ça a un effet? Est-ce qu'il y a du transfert? Est-ce qu'il n'y a pas de transfert? Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? Alors, là, je vous avoue que vous me posez une colle, je ne sais ça pas. Arrive. Eh oui, ça arrive. Je ne sais pas. Je sais que le plastique, ça migre, donc comme je vous l'ai dit, avec le chaud, avec le gras et avec le liquide. Là, je dirais, comme c'est une sorte de plastique et qu'on met
de l'eau au départ, liquide avant qu'elle surgèle. peut-être que ça va migrer un peu, mais à partir du moment où c'est congelé, peut-être plus trop. Donc là, il faudrait que je fasse des recherches et éventuellement... Mais on essaiera d'apporter la réponse en Voilà. effet hein, sur les réseaux Ouais. ou directement hein, Ouais, sur la personne qui nous a interpellés. On essaiera de vous apporter la Oui. réponse très prochainement. Oui. Voilà, on voit à l'image en effet les moules glaçons. Bon, Donc mais on je- se renseigne. Voilà, je ferai des recherches et puis on mettra la réponse plus tard. Voilà, on vous fera connaître la réponse en tout cas par rapport à ça. Merci de votre question en tout cas. C'est bon, donc on passe à Eh bien, on peut l'étape enchaîner du coup avec fabrication. le bivrap. Allez, Et ok. pendant que vous rangez, je vais essayer de synthétiser un petit peu tout ce qu'on a compris. Il vaut mieux privilégier les matières nobles, naturelles, le verre, à la rigueur, y compris pour les emballages, pour le transport, pour quoi que ce soit, ou même pour la cuisine. En effet, le verre est 100% recyclable et à l'infini. Donc déjà, ça c'est une valeur qui lui est propre. Et puis, il garantit qu'il n'y a absolument pas de transfert de matière entre les aliments. Donc, notamment par rapport au plastique, hein, liquide, gras et chauffé. Voilà les trois éléments qu'on doit absolument garder en tête par rapport à cette matière-là, qui, avouons-le, est très pratique, très moderne, et qu'on utilise depuis des décennies. Moi, je suis d'une génération où je n'ai vu quasiment que le plastique, et on nous a vendu ça, voilà, comme la nouveauté, etc. Après, si je peux me permettre, attention au plastic bashing. Il y a en effet plein de pans de nos quotidiens où le plastique est indispensable. Et je pense en ces périodes de crise et de coronavirus, etc. Tout le monde médical, le plastique est quand même assez fantastique dans ces moments-là. Mais dans nos quotidiens, on n'est pas forcément obligé d'utiliser ce matériau-là. Voilà, et on peut passer peut-être sur du bois, de l'inox. Ou encore une fois du verre. Hein, voilà. Donc les filles sont prêtes. On passe à la réalisation du bivrap. Donc expliquez-nous déjà qu'est-ce que c'est et comment on le fait et puis à quoi ça sert. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est? Voilà, je vous montre ce que c'est. C'est un emballage qui va être à la fois sain et durable et qui permet de remplacer et le film alimentaire et le papier d'alu. Donc en fait, il s'agit simplement d'un morceau de tissu, mais de tissu naturel, donc soit du lin, soit du coton, qui va être tout simplement enduit de cire d'abeille. Donc cire d'abeille, si possible, de la cire d'abeille bio, pour être sûr que vous n'ayez pas d'ingrédients non désirés à l'intérieur de votre matière. Donc vous avez besoin d'un morceau de tissu. Donc là, il s'agit en fait d'une chute de drap, un ancien drap. Donc en fait, on est bien dans la semaine de réduction des déchets et on peut recycler toute matière naturelle qu'on peut avoir à la maison. Donc des thés d'oreiller, des draps, des torchons, des petites serviettes de table, des mouchoirs, enfin voilà. Donc vous le coupez à la taille que vous souhaitez. Après, ce qui peut être bien, si vous voulez éviter que ça s'effiloche, je ne sais pas si ça peut se voir à l'écran, si on peut approcher par exemple du tissu pour bien voir les bords. Oui, c'est coupé au ciseau cranteur. Voilà. Ouais, c'est vraiment Voyez. avec les dents, les pointes. Donc, j'ai utilisé pour faire le tour des ciseaux à cranter. Et l'avantage des ciseaux à cranter, c'est que ça va éviter que le tissu s'effiloche au fur et à mesure. Voilà. Et vous avez besoin après de papier cuisson. Donc la technique est ultra simple. C'est Lucille qui va donc la réaliser. Je pense que vous êtes aussi prête et prêt à réaliser chez vous. Allez, est-ce qu'à la maison vous aviez prévu les éléments? D'accord, super, je vois effectivement, impeccable. Super, ouais. Le petit carré de tissu, la cire d'abeille, bravo. Impeccable. Donc ça, Madame en haut à droite est prête. Ça c'est sympa. Oui, Impeccable. Laure, remontez-nous voilà, le tissu. Ouais, super, voilà. Petit carré, coton, c'est parfait. Alors, madame avec la veste rose, Solène. Solène, ça va mettre du temps. Hein. Faudra que vous soyez patiente parce que votre tissu, il est grand. Vous pourrez emballer toute la tarte.
Ah oui, mais celui-là, voilà, c'est vous, mieux. vous avez prévu des plus Pour la petits. première fois, prenez peut-être plus petit. Mais c'est vrai qu'à titre perso, j'ai fait la même chose. J'ai coupé pas mal de tissus à différentes tailles. Et en Voilà. fonction des poils, en fonction des contenants justement que j'ai, des saladiers, donc des différents diamètres, etc. J'ai fait du carré, du rond, du rectangle. Voilà. Donc c'est la bonne astuce aussi Oui, oui, d'avoir tout à fait. des tailles importantes aussi. Et parce que l'idée, c'est après d'emballer tout ce qu'on peut emballer dedans. Donc, par exemple, on parlait tout à l'heure d'aller faire ses courses. Quand vous allez faire vos courses, vous pouvez très bien aller chez votre fromager, par exemple, avec vos petits bivraps. Et plutôt qu'il vous donne le petit papier un peu plastifié dans lequel il vous emballe le fromage, vous lui donnez votre bivrap, il vous met votre fromage à l'intérieur. Vous pouvez le conserver là-dedans. Si vous faites un sandwich que vous allez manger le midi, vous pouvez très bien en faire un. Évidemment, là-dedans, je vais y mettre, à part un morceau de fromage, je ne vais pas y mettre grand-chose. Mais si vous en avez, par exemple, celui que Lucille va fabriquer, elle peut très bien mettre un sandwich à l'intérieur. Et puis, elle peut replier son sandwich, fermer un peu les côtés. Et donc, elle a son emballage pour le sandwich. Pareil pour une part de tarte. Et il faut savoir que ce petit emballage, ça s'entretient très facilement. Il suffit simplement de le laver à l'eau savonneuse, tiède et savonneuse, voilà, et puis c'est tout. Alors évidemment, comme c'est avec de la cire d'abeille, on ne peut pas le passer au four, on ne peut pas le passer sous l'eau trop chaude non plus. Et en revanche, on peut le mettre au frigo, on peut le mettre au congélateur. Et l'avantage que ça a, c'est que ça va prendre la forme que vous voulez. Donc, même s'il est carré, que je veux le mettre autour d'un pot de confiture, par exemple, il suffit que je lui donne la forme que je veux avec un petit élastique et ça va rester comme ça. Hein? Donc, ça se plie un peu comme on le souhaite. La petite astuce aussi, c'est en effet de chauffer, rien qu'avec la chaleur de la main, hein, la chaleur du corps. En effet, la forme, la cire refond un petit peu et du coup, il garde la forme voulue, quoi. Exactement. Alors, j'ai l'impression que vous êtes prêts et prêtes pour démarrer. Alors, première chose, vous allez vous mettre, donc si vous avez votre table à repasser, je suppose, donc c'est pratique. Nous n'avons pas la table à repasser, nous avons une belle table en bois. Donc, nous avons pris un morceau de carton, il s'agit d'un vieux calendrier, mais vous pouvez mettre n'importe quelle matière qui protégerait votre table si vous êtes sur une table. Après, vous coupez un morceau de papier sulfurisé qui soit plus grand que le tissu que vous allez enduire. Vous le posez sur votre table à repasser. Ensuite, vous prenez votre petit morceau de tissu que vous avez bien sûr au préalable bien lavé et que vous avez découpé à la forme et aux dimensions que vous voulez. Vous le posez sur votre papier sulfurisé, enfin votre papier, cuisson. Ensuite, donc, pensez à mettre à chauffer votre fer, pour qu'il soit bien chaud quand vous allez en avoir besoin. Allez, si on reprend un petit peu depuis le départ, on protège la table. Oui. Voilà, donc avec un carton, un vieux calendrier, peu importe, une planche de bois, ce qu'on veut. Voilà. On met le papier sulfurisé. En effet, il doit dépasser du tissu dans tous les sens, hein, en largeur, longueur. Et puis, on n'a plus qu'à étaler son tissu. Voilà. Ok. Entre-temps, on a mis le fer à chauffer. Parfait, on est prêt. Donc maintenant, vous prenez vos petites paillettes de cire d'abeille. Donc on va vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, la cire d'abeille. Je ne sais pas si vous avez tous de la cire d'abeille bio. Donc voilà ce qu'on peut trouver en magasin bio. Des petites paillettes comme ça. Oui, là, c'est vraiment des paillettes, des perles. Voilà. Et en fait, donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez enduire votre tissu de ces petites paillettes. C'est-à-dire vous allez en disposer un peu partout sur votre tissu. Essayez, alors pas de manière trop épaisse, il ne faut pas qu'il y en ait trop. Donc vous en mettez un petit peu partout. On essaie d'être le plus uniforme possible sur la surface, c'est ça? Mais oui, pas en épaisseur. Voilà. Et puis de toute manière, si jamais vous avez oublié un endroit, ça n'est pas grave, parce qu'en fait, vous allez le voir. Quand on va passer avec le fer à repasser, les endroits que vous avez oubliés, ils ne vont pas apparaître mouillés. Donc vous allez très bien voir où c'est que vous en avez oublié ou où c'est que vous en avez mis. Non, pour l'instant c'est bon. Donc je ne sais pas si on peut... Oui, on voit bien effectivement le petit tissu de Lucille. Alors, hop, j'attends de revoir les têtes aux écrans pour m'assurer que vous avez bien terminé cette étape. Vous en êtes tout à la maison. Voilà, on lève les pouces quand on est prêt, quand on est OK, on y arrive. On est à la bonne étape. Impeccable. C'est super. Ouais, génial. Alors,
Bon, de toute façon, n'hésitez pas, pardon, allez. Non, non. N'hésitez pas, hein, vous levez la main, voilà, vous interpellez si jamais vous voulez qu'on on revoie une étape ou quoi que ce soit. Hein, et puis, on laisse les filles continuer. Je vais voir les questions. Ah, c'est Solène. S'il vous plaît, vous m'entendez ou pas? Solène qui... voilà, Solène, oui, on vous entend, ça y est. Du coup, je mets pas plus de cire que ça, parce que là, j'ai rempli mon tissu, mais du coup, je vois plus le tissu, j'ai mis trop de cire. Oui, je pense qu'il y a trop de cire, oui. Oui. Le problème, si vous mettez trop de cire, c'est que vous allez vraiment la gaspiller. Elle va partir sur le papier sulfurisé, ou alors elle va être vraiment trop épaisse sur votre tissu. C'est pas la peine d'en mettre trop. Oui, le Ok, conseil, c'est plutôt en effet d'être un peu clairsemé, mais assez uniforme comme ça sur le tissu, quitte à devoir en rajouter un petit Voilà. peu à un endroit où il en manquerait. En effet, on ne gaspille pas et voilà, on le fait en 2 fois s'il faut. Hein. Allez, et bien on continue alors. Ah, une autre personne du coup qui voudrait poser une question. Alors ouais, il faut penser à allumer le micro du coup. Branchez le micro qu'on puisse vous entendre. Voilà, active. Non, j'ai juste levé la main pour dire que j'étais prête à voir. Mais D'accord, Ah, d'accord, ok. ok, ça marche. C'était le pouce qui était comme ça, parfait. Et bien alors on continue, merci beaucoup madame. Alors, donc, étape suivante. Vous allez prendre votre deuxième feuille de papier sulfurisé, de papier cuisson, donc coupée de la même manière que la première, c'est-à-dire plus grande que votre dimension de tissu. Je viens le placer dessus. Voilà, et vous le placez sur votre papier et sur la cire d'abeille. L'objectif de cette feuille-là est que le sabot du fer ne soit pas en contact avec la cire. Voilà, tout à fait. Donc, le premier papier cuisson protège la table à repasser et le deuxième protège le fer à repasser. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à utiliser votre fer chaud à le poser sur votre tissu avec la cire d'abeille. Donc, je vous propose de le poser, de le laisser quelques instants au même endroit. Et donc, on va dire 3 secondes peut-être, et de lever pour voir ce que ça fait. Alors, 3 secondes, ça commence un peu. Donc, on va peut-être montrer à l'écran le tissu de Lucille. Vous voyez, ça commence à s'humidifier. Oui, on voit même comme si c'était un peu gras. Voilà. En fait, la cire d'abeille a fondu et a commencé à imprégner le tissu. Donc, en fait, vous allez poser votre fer à repasser comme ça, le laisser quelques instants à chaque endroit pour que vos petites billes de cire fondent. Et une fois que vous aurez fait ça, donc tu peux le laisser un peu plus longtemps, hein, et une fois que vous aurez fait ça, vous prendrez bien soin, avant de rajouter de la cire, de bien lisser avec votre fer un peu partout. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des endroits où il y aura beaucoup de cire, et en poussant bien avec votre fer sur les côtés où vous voyez que ce n'est pas humide, donc où il n'y a pas encore de cire d'abeille, vous allez pouvoir faire déplacer la cire liquide dans des côtés où le tissu n'est pas encore imprégné. D'accord. Donc en fait, on répartit la matière en poussant, en appuyant un petit peu, avec le poids du fer, dans tous les cas ça suffirait, mais en poussant un petit peu, notamment sur les bords du tissu. Voilà. Et l'idée, c'est qu'en fait, vous ayez tout votre tissu humide. Vous voyez, là par exemple pour Lucille, alors vous, c'est vers là, vous voyez, là par exemple, ça n'est pas mouillé. Donc c'est qu'il n'y a pas de cire. Donc en fait, comme il y a ici un amas de petits copeaux qui n'est pas encore complètement fondu, ce que Lucille va faire, c'est poser le fer ici et essayer d'étirer vers le bord pour humidifier jusqu'au bord. Ok, et tant qu'il y a de la matière, voilà, on essaie d'étirer, on essaie de pousser, on la guide en fait, presque Oui. avec la pointe du fer, C'est exactement ça. on guide la matière là où on veut qu'elle aille. D'accord. Et je ne sais pas si vous voyez à l'écran qu'en fait, Lucille est en train de recouvrir petit à petit la partie qui n'était pas humide et qui n'était donc pas imprégnée de cire. Donc là, on se rend vraiment compte qu'il n'y a pas besoin d'avoir une énorme épaisseur. C'est vraiment une fine couche de cire qui va imbiber le tissu, Oui. presque rentrer dans les fibres. C'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, ce n'est pas du tout intéressant d'avoir une trop grosse épaisseur parce que votre tissu sera trop imprégné, il sera trop rigide et il n'aura plus, ça fera plus du tout, ça aura quand même l'effet de conservation qu'on veut que ça ait, mais c'est dommage de perdre la fluidité quand même de ce tissu-là, de cette matière-là, avec quelque chose d'un peu trop rigide. Donc là, Lucille, c'est très bien, hein. En fait, on voit que sur le bord, il y a juste un tout petit point. Donc là, je ne sais pas si on voit
à cet endroit-là, ouais, vous voyez à l'écran, elle a un tout petit peu d'endroit qui n'est pas humidifié. Eh bien, on lève le papier cuisson, on rajoute 1 à 2 copeaux et on refait fondre pour que la totalité, dans tous les coins, soit mouillée de cire d'abeille. Voilà, donc là, comme on disait tout à l'heure, en effet, ça ne sert à rien d'en mettre trop au départ. Il vaut mieux rajouter une pastille après une autre, vraiment à l'endroit où c'est nécessaire. Voilà. Alors, où c'est que vous en êtes à la maison? Est-ce que ça va? Allez, pareil, on peut partir du principe, voilà, on lève le pouce si c'est OK. Et surtout, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions ou des commentaires, hein, on peut s'arrêter, prendre le temps d'y répondre. Super, on a vu les pouces, ben, c'est que tout va bien. Allez, ça, c'est le temps que Lucie le finisse et continue, c'est vraiment une astuce zéro déchet. C'est vraiment une astuce du quotidien que l'on peut pratiquer tous et toutes facilement. On peut le réaliser, même si le fer est chaud avec un enfant ou quoi que ce soit, on peut lui apprendre en tout cas à réaliser ça. C'est naturel, ça conserve très très bien et on va s'éviter absolument tous ces papiers inutiles d'emballage et de suremballage que l'on peut avoir. Je reprends l'idée du fromager chez lequel je me rends pour avoir mon petit fromage à la coupe. C'est déjà une très très bonne démarche que d'aller chez le fromager et non pas au supermarché acheter le fromage. Mais si en plus je continue la démarche en arrivant avec mon petit bivrac, le fromager n'y verra aucun inconvénient. Mais on peut imaginer aussi mettre la charcuterie. On peut imaginer la viande, ouais. Etc. Les pique-niques pour les enfants dans les écoles et dans les centres de loisirs qui partent régulièrement en pique-nique et qui doivent constituer leur pique-nique, faire et lancer le défi à toutes ces classes d'organiser des pique-niques zéro déchet. Ben voilà, voilà un élément très facile, très rapide, très ludique et pédagogique qui peut être utilisé, voilà, et qui réduirait sur des classes de 25 à 30 élèves une quantité considérable de papier aluminium qui souvent emballe les sandwichs encore aujourd'hui. Et je dirais que le zéro déchet, il est à 2 niveaux. Il est effectivement à tous les emballages qu'on peut éviter, mais il est aussi dans le fait que plutôt que jeter un vieux drap ou une vieille serviette ou n'importe quoi, eh bien en fait on s'en resserre et ça a une deuxième vie tout aussi intéressante que la première. Tout à fait. C'est ça qui c'est encore voilà, tout à fait Valérie, c'est génial. On peut utiliser en fait un vieux t-shirt en coton, oui. une vieille chemise, un dos de chemise ou quoi que ce soit quand on veut un peu de surface. Et voilà, et ça c'est du lin, ça marche aussi. Le lin aussi, oui. Lin coton, est-ce qu'il y a d'autres matières qui... Comme ça non, je vois essentiellement lin coton. Lin coton. Que ce soit vraiment... Voilà. Ouais. Mais bon, du coton on en a tous dans nos placards, des t-shirts en coton, 100% coton, etc. qui ne nous vont plus ou qui ne nous plaisent plus. Et voilà, au lieu de s'en débarrasser, c'est génial d'utiliser ça. Non, une question sur la température du fer. Est-ce qu'il y a un conseil là-dessus? C'est à faire chaud? Oui, en fait, ça va être l'expérience qui va vous montrer quelle est la température. C'est-à-dire que si vous posez votre fer et que vous voyez que ça ne fond pas, c'est que ce n'est pas suffisamment chaud. Là, je ne sais pas quelle est la température. Il n'y a pas eu de réglage spécifique? Non, je ne saurais pas vous dire quelle est la température là, mais il doit être réglé. Il doit être réglé, je pense, sur coton ou même pas sur soie. Oui, sur soie, exactement. Voilà. Il est réglé sur soie. Il est réglé pour les fers comme celui-ci qui ont des petits curseurs. Il est réglé voilà, sur la température soie. Voilà. Mais en fait, ça n'a pas une importance considérable. Il ne faut pas brûler le papier, mais il faut faire fondre, la cire juste. Voilà. Donc là, je crois que Lucille est en train de terminer. Ça a l'air pas mal. Hein, donc on va éteindre après, déjà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça très satisfaisant. Donc bravo. Donc là on imagine que c'est chaud. Donc là c'est chaud, effectivement, il faut faire attention. Ce qu'il va falloir faire maintenant, si jamais c'est bon pour vous, c'est qu'on peut retirer la première couche de film alimentaire, là, de papier cuisson. Après je suppose que lui en fait on peut le réutiliser. Exactement, exactement. Donc vous pouvez le garder pour une prochaine fois. Alors évidemment pas pour faire cuire une tarte, hein, mais pour refaire un bivrac. En effet, voilà, s'il y a d'autres bivracs à faire, il est déjà imbibé de cire. Voilà. On peut le montrer Lucie, là, s'il te plaît. Il y a de la cire là qui s'est regélifiée un petit peu. Et donc en fait, on pourrait l'utiliser pour la retransférer sur un autre bout de tissu. Ouais. Et donc ça, vous voyez, la cire qui reste là, c'est qu'en fait, il y a eu trop de cire qui a été mise.
à cet endroit-là. Donc si jamais vous mettez trop de cire, en fait, vous allez avoir votre papier cuisson qui va être imbibé de cire. Et ça ne sert à rien puisqu'en fait, c'est pas ça qui va vous servir, quoi. Donc, si au premier, on s'est un peu trompé et qu'on en a trop mis, c'est pas grave, il faut juste en faire un deuxième. Je ne remets pas de pépites de cire et je viens juste chercher la cire qui est déjà sur mon papier cuisson. Exactement. Voilà. Et comme ça, on réutilise le papier, la cire et le tissu. Exactement. On a fermé la boucle. Alors maintenant, Lucille, elle a accessible le bivrap. Donc elle va pouvoir le décoller de la deuxième feuille de papier cuisson. Donc bien évidemment, ça va être chaud. Donc il faut le tenir avec les doigts et assez vite le poser. Bien évidemment aussi, ça va sentir la cire d'abeille. Donc vous pouvez vous dire, mince, on nous dit ça peut remplacer le papier d'aluminium, mais enfin moi j'ai pas envie de mettre quelque chose d'alimentaire avec cette odeur-là. En fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ça, vous allez après le mettre à aérer, déjà à refroidir et ensuite à aérer, et qu'au fur et à mesure que ça va s'aérer, l'odeur va partir. Et donc après, vous n'aurez plus du tout cette odeur assez forte de cire d'abeille, bon, qui pour moi n'est pas désagréable, mais que tout le monde n'aime pas forcément. Donc vous voyez, ça y est, Lucille a son emballage, qui est vraiment souple, voilà, très agréable. Alors, je vois que Laure aussi a fini, veut nous montrer un petit peu à l'écran, super. Ouais, c'est sympa. Laure, bravo. Tournez un petit peu dans tous les sens, allez-y, montrez-nous vos carrés de tissu. On a Ségolène aussi. Bravo Ségolène. Je vois. Ouais, super. Bon, mais bravo. C'est que ça a été facile à faire, vous avez réussi à le faire là en même temps que nous. Ouais. Donc voilà, tout le monde lève le pouce, c'est que vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est très 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 facile à faire. Ah, une question. Lara, ma collègue qui gère un petit peu le chat avec Anne, me dit, est-ce qu'on imbibe un seul côté? Est-ce que ça suffit? Alors, je ne sais pas, donc les personnes n'ont pas dû regarder ce qui se faisait en même temps avec Lucille, mais ce n'est pas évident de faire et de regarder en même temps. Mais effectivement, on ne fait qu'un seul côté. Parce qu'en fait, le fer va faire fondre la cire d'abeille. Et comme le disait Michael tout à l'heure, la cire d'abeille va s'imprégner dans les fibres. Et donc, elle va transpercer le tissu et elle va passer de l'autre côté. Ce qui fait que si je complète un peu la question, peut-être que c'est ça qu'on voulait nous dire, il n'y a pas d'endroit ou d'envers. Non du tout. Dans l'utilisation, je peux l'utiliser des deux côtés, voilà, peu importe quand j'arrive chez mon fromager, le côté que je lui présente, il mettra toujours dans le bon côté, quoi. Je me posais exactement la même question et là je me rends compte qu'en fait, à force de l'avoir manipulé, je ne sais même plus de quel côté j'ai mis la cire ou pas. Donc en fait, c'est ce que j'allais vous demander, j'allais vous mettre au défi de trouver l'endroit et l'envers, mais je ne sais plus. il n'y en a pas. Et donc ouais, on se rend compte que c'est quand même assez rigide. Et pourtant, voilà, il y a vraiment eu très très peu de cire. Oui. Mais, et ça donne un peu comme une matière toile cirée. Exactement. Ça fait un peu comme une toile cirée. C'est ça. Ouais. Voilà. Donc ça permet de protéger les aliments, mais en même temps ils peuvent respirer. Et du coup, vous pouvez conserver sans aucun souci pour votre santé. Voilà. Alors moi, on m'avait dit, à titre personnel encore une fois, mais j'ai essayé, quand on mange qu'une demi-pomme, en fait, souvent, quand on laisse la demi-pomme au frigo ou quoi que ce soit, elle noircit. Oui. Et en fait, je l'avais emballée dans un bivrap. Et sur la demi-journée, c'est-à-dire j'ai mangé ma demi-pomme à midi, l'autre demi-pomme le soir, et en fait, elle n'avait pas noirci. Ah, est-ce que c'est vraiment... alors, j'avais pu lire, moi, un petit peu à droite à gauche, que c'était un des effets de la cire, qui avait tendance à conserver, voilà, et à éviter l'oxydation. Alors, c'est possible. Oui, c'est possible. Fruits, ouais. Oui, c'est possible. C'est possible. Ça, à titre personnel, moi, j'ai vraiment essayé, mais ça marche bien. Ouais. Ok. Donc, voilà. Bon, mais eh ben, écoutez, voilà, j'espère que vous avez terminé votre fabrication. Et puis, écoutez, merci de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a plu. Et puis, bonne continuation. Au revoir. Merci beaucoup Valérie et Lucille. Juste, hop, une question peut-être, non? Ou une réaction? Non, c'est bon? Donc, merci en tout cas. Ah, le lavage. Donc le lavage, oui, Valérie l'a dit tout à l'heure. Hein. En fait, bien sûr, on ne réchauffe pas en four ou quoi que ce soit, puisque sinon la cire fondrait. Donc une éponge, un petit peu savonneuse, à peine tiède, et hop, on entretient notre bivrap comme ça. On le laisse sécher, on peut le plier pour le mettre dans un tiroir. On le redépliera à souhait et à l'utilisation. Donc voilà, lavage très très simple, rien, pas de produits ni agressifs ni quoi que ce soit. Mais ça me fait la transition un petit peu aussi pour les autres ateliers. On verra sur le prochain atelier avec la pratique de l'éco-ménage qu'il y a des produits des fois qui sont un petit peu agressifs, un petit peu nocifs aussi. Et donc on essaiera de voir ça sur un atelier prochain.
ce soir à 18h30. Voilà. Donc pour ceux qui se sont inscrits, à tout à l'heure s'il y a des personnes inscrites déjà et qui sont là avec nous. Si d'autres veulent s'inscrire, vous pouvez encore le faire là sur une petite demi-heure en 3/4 d'heure, le temps qu'on puisse vous envoyer le lien pour vous connecter. Et puis il y aura toujours le Facebook Live sur le site de Val-de-Garonne Agglomération. Donc n'hésitez pas. En tout cas, merci. On espère que vous avez appris beaucoup de choses. On espère que vous ferez donc attention pour vous et pour votre entourage à tout ce qu'on a pu traiter là sur l'heure qui vient de passer. Et puis surtout, les petites astuces zéro déchet. On n'oublie pas, c'est pas cher, c'est rapide, mais c'est diablement efficace. Et puis c'est pas des petits gestes. Quand on est des milliards à faire des petits gestes, il n'y a pas de petits gestes. Donc merci beaucoup. Et puis à très bientôt, à très vite. Merci.